Merci de votre fidélité à ce programme. Je vous le disais qu'à l'entame, nous parlerions de l'immigration clandestine depuis donc plusieurs années. De jeunes Africains, la force de l'Afrique décide donc de s'immigrer par des voies et moyens, souvent des voies fallacieuses, par le désert. Ensuite, arriver donc au port, dans des ports, dans les ports des pays maghrébins, et puis là, espérer avoir une place dans une embarcation de fortune qui souvent coûte 300, 400, 500 ou 600 000. Ils sont de plus en plus nombreux, donc ces Africains-là, qui essaient d'avoir un avenir meilleur sur les bords donc, de l'Europe. Et aujourd'hui, vous le savez bien, l'Europe se barricade avec tous ces projets et cette vigilance de Frontex, qui est l'agence pour la coordination des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais rassurez-vous, ça ne décourage pas du tout les migrants. Et de plus en plus, depuis quelques années, il a été constaté que de jeunes Ivoiriennes quittent la Côte d'Ivoire avec leurs enfants et partent également s'aventurer dans ces déserts-là. Je dis bien dans ces déserts, puisqu'il faut traverser plusieurs pays, soit le Niger, ensuite la Libye, et arriver, si Dieu veut, arriver, si Dieu veut, à Nouadhibou, en Mauritanie, et attendre une embarcation qui vous emmènera à Lampedusa, enfin, si vous arrivez à survivre à la mer. Pour en parler, nous recevons M. Cissé Aboudraman. Je rappelle que notre invité n'est autre que chargé de communication, du moins, et point focal du projet campagne CEDEAO contre ce projet. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le tableau est sombre. Le tableau de la présentation de l'immigration clandestine en Afrique est très, très sombre. Oui, très sombre, effectivement, par rapport à la situation que vous venez de présenter. Et vous avez employé une expression que j'ai beaucoup appréciée. Par rapport à cette situation assez dramatique, les migrants ne se découragent pas du tout. Pas du tout. C'est le paradoxe, en fait. Puisqu'il y a quelques jours, il y a au moins 400 migrants qui ont été arrêtés, donc au large des côtes marocaines. C'est pour dire que la réalité est là. Il n'y a pas de découragement à leur niveau. Et vous serez étonné, au niveau, par exemple, du Sénégal, ils ont un mot d'ordre. Ils disent Barça ou Barak. Ça dit Barcelone ou la mort. C'est-à-dire qu'on est prêt. Exactement, au plan mental, d'affronter effectivement les vagues de l'océan et souvent de périr, au risque même de leur vie. Alors, quand on dit Barça ou Barek, c'est-à-dire la mort, il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'Europe se barricade. Il y a des lois anti-migrants, enfin, bon, ceux qui viennent de façon, de cette façon-là, mais pour ceux qui arrivent dans l'objectif de travailler, de contribuer, évidemment, les portes sont quelque peu ouvertes. Oui. Alors, ils sont bien conscients de cela, ces migrants. Oui, ces migrants sont bien conscients parce que Frontex est une agence, effectivement, pour la surveillance des frontières extérieures. Et à partir de l'Europe, effectivement, tout un dispositif a été mis en place. Si vous regardez un peu le nombre de morts, au niveau des statistiques, 2006 par exemple, il y a eu 1035 morts. 1035 morts. Au niveau des migrants africains. Et c'est subsaharien. Hein? Oui, exactement. Avec bien sûr des Maghrébins. 2007, il y a eu 745 morts. Ouais, donc le nombre décroît. Cela suppose effectivement que l'Europe a mis en place les dispositifs pour décourager les migrants. Mais je ne pense pas que les migrants soient découragés, puisque effectivement il y a un flux important tout de même. Il y a certains qui espèrent qu'ils pourront franchir, n'est-ce pas, les barrières de Frontex. Exactement. Alors, ils partent avec des sommes incroyables. Oui, c'est possible. Ils partent avec des sommes... bon, parce que la place sur l'embarcation coûte cher. Tout à fait. La traversée... Alors, essayons de refaire un peu le routing avec vous. Oui. Ils partent d'un pays de l'Afrique noire. Ils traversent, donc, ils arrivent au Niger. Ils traversent le Niger, le désert, donc, en camion. En camion. Ensuite, ils arrivent... Enfin, essayez de nous décrire un peu. Merci beaucoup. C'est tout un processus. D'abord, effectivement, on a la famille africaine. Il se trouve qu'au sein de la famille, personne n'a pu émerger au plan social. Voilà donc les images de ce qu'on vous disait tout à l'heure. Oui, exactement, dans le désert. Ils sont sur ces camions dans le désert. Tout à fait. Alors, il faut préciser que dans ce désert-là, s'il y a une tempête... Il n'y a aucune trace. Et que le chauffeur n'arrive plus à conduire, il abandonne le camion, voilà, et il part. Il part. Il laisse donc les migrants donc, qui vont affronter, n'est-ce pas, cet univers très, 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 très difficile qu'on appelle le désert. Il y a certains qui arrivent effectivement à périr complètement. Ça, c'est un documentaire qui a été réalisé par l'alternative Espace Citoyen qui est basée au Niger.
Et ce sont des collègues qui l'ont fait et c'est un très très bon reportage, très pathétique d'ailleurs. Donc il montre un peu combien de fois les migrants souffrent dans leur chair. Alors c'est eux et leurs bagages, c'est cela? Oui, exactement. C'est-à-dire il y a d'abord des bagages, des fûts dans lesquels ils ont mis assez d'eau. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'un fût d'eau coûte à peu près 100 000 francs. Un fût d'eau coûte 100 000 francs. Et c'est incroyable. Donc il y a une question de gérer ce fût d'eau. Parce que quand l'eau finit complètement, mais c'est fini pour vous. Donc dans le désert, vous pouvez périr entièrement. Parce que enfin, vous ne connaissez, vous êtes tous embarqués dans le même camion, mais vous ne vous connaissez pas. Oui, tout à fait. Donc si votre eau périt, vous mourrez là. Oui, vous mourrez. Et il n'y a même pas de sentiment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire le voisin périt devant vous, mais vous ne lui donnez même pas de l'eau en fait. Il n'y a aucun sentiment à ce niveau-là. Donc à l'heure X c'est péril, mais en fait ce sont des informations qu'ils n'ont pas, souvent les migrants. Et au niveau du Mali, il y a certaines structures qui ont été mises en place et qui aident les migrants dans leur déplacement. Il y a par exemple Arasem, qui est l'association des refoulés des migrants de l'Afrique centrale au Mali. Il y a l'AEC, non pas l'AEC, il y a l'AME, n'est-ce pas, l'association malienne des expulsés, donc qui intervient et là, qui apporte des soutien. Décrire un peu, on voit un espace où il y a des nattes et tout. Oui, tout à fait, exactement, ça c'est le ghetto, c'est comme ça qu'on appelle au Niger. C'est des ghettos dans lesquels on reçoit constamment les migrants, dans des conditions difficiles en fait. Et un migrant peut rester ici pendant 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend d'abord qu'il trouve des passeurs, entre guillemets, qui souvent sont des personnes indélicates effectivement, et qui vont permettre à l'accompagner pour la traversée du désert. Et c'est assez pénible, effectivement. Alors, ici, on a toutes les nationalités. Oui, toutes les nationalités, des Ivoiriens, des Nigériens, des Ghanéens. En fait, toutes les nationalités, oui, des Sénégalais, tout à fait. Et vous voyez un peu les fûts bleus, voilà, tout à fait, dans lesquels... qui coûtent 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. Ok. 100 000 francs. Donc, pour pouvoir, voilà, exactement, s'abreuver. Ce qui n'est pas du tout facile. Donc l'eau se gère parce qu'au désert, il y a 2 réalités. Il y a d'abord comment arriver à s'abreuver. Vous voyez un peu les caravaniers qui nous rappellent un peu l'époque moyenâgeuse. Tout à fait. Effectivement, c'est comme ça que le commerce avait commencé, effectivement. Donc c'est important. Donc la première chose d'abord, comment s'abreuver. La deuxième chose, maintenant, se nourrir. Et comment ils font pour se nourrir, justement? Oui, en fait, avant de partir, ils achètent du fonio. Et ensuite, je ne sais pas comment l'appeler, c'est en langue malinké. Ce sont des farines, mais qui n'arrivent pas à vite s'avarier. Donc ils utilisent dans le désert. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on peut appeler du gari ici. Mais ce n'est pas du gari en fait, c'est le nom qui m'échappe. Donc ils utilisent au cours, n'est-ce pas, de la traversée. Et la traversée, donc quand ils arrivent dans ce désert du Niger, ils espèrent aller où en fait? Exactement. C'est pour atteindre l'Europe. C'est l'objectif principal. Comment faire pour atteindre l'Europe? Ils n'ont pas les moyens de consulter éventuellement les consulats, les ambassades, pour avoir un visa, un passeport. Ouais, donc ça devient en fait une immigration irrégulière lorsqu'ils arrivent dans le pays d'accueil, effectivement. Donc c'est l'objectif, c'est d'atteindre l'Europe. Donc on passe par le Niger, enfin par le désert, comme on l'a vu par tout le à désert. Oui. Et ensuite ils arrivent où? En Algérie, en Libye? Oui, tout dépend. Ils arrivent dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et même en Égypte. Et là maintenant... qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à avoir une place dans une embarcation? Oui, tout à fait. Et quand ils arrivent aussi, je prends le cas de Tanger, un migrant peut arriver à Tanger. Tanger qui est situé au Maroc. Voilà. Et non loin, en fait. Si vous voyez un peu la pointe de Gibraltar, voilà, donc de là, l'Espagne n'est pas loin. Donc ils ont l'espoir, n'est-ce pas, d'atteindre les côtes espagnoles, ce qui n'est même pas du tout évident. Et quand ils arrivent, ils peuvent passer 1 mois à Tanger. Puisqu'il faut que l'embarcation soit pleine d'abord, avant de faire la traversée. Donc quand vous arrivez, ce n'est pas évident. Si vous êtes peut-être 5 personnes d'abord, le monsieur ne peut pas faire la traversée avec vous. Ça, ce n'est pas possible. Il faut combien de personnes sur... Dans une embarcation, on peut avoir jusqu'à 400 personnes. Puis souvent on dit qu'il y a une embarcation dans laquelle effectivement les gens ont péri. Parce que les vagues ont cassé l'embarcation. Donc les gens périssent entièrement. Et on nous parle de 400 personnes. Donc c'est dit, c'est une promiscuité aussi totale dans les embarcations de fortune. Donc, et on a mené des enquêtes à ce niveau. Nous étions en Tunisie, au Maroc. Donc, on a mené des enquêtes et on s'est rendu compte que la traversée peut coûter au moins 50 000 francs, la traversée. 50 000 francs, c'est ça. Bon, ça, c'est d'abord le minimum. Ça peut aller au-delà, effectivement, avec des négociations, effectivement, pour réduire les coûts. Alors, avec votre permission, nous allons avoir l'avis de quelques migrants. D'accord, merci beaucoup. Et on se retrouve juste après. Si le retour forcé au Niger a été abracadabrantesque, comment les migrants procèdent-ils d'abord pour se rendre en Libye? J'étais élève au pays. Lorsque j'ai laissé l'étude, j'ai rentré dans le métier.
carrelage. Après, j'ai quitté là-bas, j'ai parti en Mauritanie, j'ai fait là-bas 2 ans. C'est en Mauritanie que j'ai pris le départ pour aller en Libye. Mali, Burkina, Niger. J'ai rencontré beaucoup de difficultés avec la police. Beaucoup de difficultés pour la police. À peu près, on m'a pris beaucoup d'argent parce que lorsque j'ai payé tout mon billet, c'était resté moi plus 200 000 CFA. Mais les 200 000 là, tout s'est perdu. J'ai dit, j'ai un frère, il a appelé au Burkina Faso, ils ont vendu un bœuf et son petit. Une vache, hein, et son petit, pour l'expédier de l'argent. Mais il n'est pas rentré ici avec 5 francs. Tout s'est resté en cours de route. Parce que moi, j'ai un bac philosophique. J'ai un bac philosophique, donc je ne suis pas spécialisé dans quelque chose. Moi, particulièrement, je ne partais pas au Maghreb. Moi, je partais pour l'Europe. Alors, j'ai été juste contraint de m'arrêter au Maghreb pour pouvoir trouver les moyens comment est-ce que je pourrais entrer en Europe. Alors, au Maghreb, il n'y en a pas de travail. Le travail, il n'y en a pas. Pas du tout. Au Maroc, je ne vivais que de... Nous appelons ça là-bas la salam alaikum. Oui, ça veut dire que de temps en temps, nous tapons les mains aux passants, aux Marocains, tout le monde qu'on voit, pour qu'ils puissent nous donner un petit quelque chose pour pouvoir manger. C'est de ça que nous vivons là-bas. Lorsque j'ai rentré à Libye, on m'a fait rentrer en prison. C'est en prison qu'on m'a refoulé pour venir ici. On était très fatigués là-bas. Chaque jour, c'est plus de drapeaux farcés, ils vont nous frapper. Il y a des gens qui sont blessés là-bas même. Nous-mêmes, là, on a eu un accident en cours de route où le chauffeur, là, son crâne là, s'est divisé 3 côtés. Moi-même, j'étais dans la cabine. Mais Dieu merci, vous voyez ça, mes 3 doigts là. Vous voyez, bon, vraiment, ce qui fait partie de la jeunesse, c'est la misère. Moi, je suis 18 ans. 18 ans. 20 ans. 16 ans. 25 ans. Nous, on est là depuis, ça fait 4 jours aujourd'hui. On a quitté Agadez. Même pas 2 kilomètres. On a dépensé tout notre argent pour aller lui préparer, par exemple, pour 3 jours. Oui. On est là 4 jours. On n'a pas ni mangé, ni voiture, ni chauffeur. Oui. Tous les sont partis dans le village. Oui. On a resté ici. Ça fait 4 jours. On n'a rien. Oui. Il n'y a pas de manger, il n'y a rien. C'était travail. Parce qu'on est là, on est pauvre. Si on a quelque chose, on va rester là-bas. Fortement scandalisé et traumatisé, parfois à vie. Fortement scandalisé, traumatisé, parfois à vie, mais malheureusement, ils continuent toujours d'affluer. Et on vient de voir dans cet élément, ils sont jeunes. C'est vraiment la sève de l'Afrique qui part. Tout à fait. C'est pour dire que des efforts doivent être faits à ce niveau. Parce qu'on a parlé de l'afflux des cerveaux. Tout à fait. Ça, c'est au niveau des intellectuels. Mais ensuite, il y a ces personnes aussi qui partent d'une manière ou d'une autre qui peuvent servir l'Afrique, effectivement. Ce sont des jeunes, hein, la plupart du temps. Lorsque nous étions en Tunisie l'année dernière, ce qu'on a constaté, hein, je prends rapidement le cas de la Tunisie, on a constaté que les jeunes qui meurent en fait en mer, au niveau de Lampedusa, l'âge varie de 25 à 26 ans. Ce sont des jeunes dans la fleur même de l'âge. Quand vous regardez effectivement le documentaire qui a été projeté, c'est effectivement des jeunes. Bon, il y a un qui dit qu'il a un bac en philosophie. Bon, donc, qu'est-ce qu'il veut réellement? Donc, qu'est-ce qu'on a créé pour lui? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Donc, il pense que certainement, s'il arrive à rejoindre l'Europe, donc sa vie pourra s'améliorer. Il pense que le succès est géographique. Voilà, alors, c'est pas évident. Parlons principalement de ces jeunes ivoiriennes, ces jeunes femmes ivoiriennes, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Ces jeunes femmes ivoiriennes qui partent de la Côte d'Ivoire avec enfants et qui rêvent d'atteindre les côtes de l'Europe. Il y a cela quelques années, on ne pouvait jamais imaginer que des Ivoiriens ou des Ivoiriennes se mettraient dans ces espèces de camions-là, traverser un désert, payer un fût d'eau à 100 000 francs, enfin, risquer tout pour atteindre l'Europe, c'est incroyable. Alors, je sais que vous avez rencontré certaines de ces Ivoiriennes-là, elles sont nombreuses. Qu'est-ce qu'elles vous disent concrètement quelles sont les raisons qui les pousseraient? C'est toujours la misère? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc la misère est en fait le premier motif. La misère est le premier motif parce que les conditions de vie sont précaires ici. Donc elles se disent que bon donc, j'ai un peu d'argent, soit peut-être 1 million, et je vais choisir... 1 million? Oui, c'est possible. 800 000 ou 1 million, c'est-à-dire 800 000 francs ou 1 million de francs. Donc je vais choisir un pays européen où m'installer.
Et la plupart du temps, le choix est porté sur l'Italie. Donc l'Italie est considérée comme vraiment le premier pays européen qui accueille le maximum de migrants. Ça, c'est d'abord une réalité. Les conditions sont plus souples par rapport à certains pays européens, naturellement. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation concernant un peu ces jeunes filles, c'est que le contexte a beaucoup changé. Vous avez dit avant, ça ne se pratiquait pas. C'est aujourd'hui qu'on le constate. C'est un phénomène nouveau parce que simplement, la situation est devenue plus difficile au plan social. Mais elles trouvent quand même 1 million ou 2 millions pour partir. Oui, si vous avez entendu, c'est là le paradoxe. Oui, il y a toute une contribution au plan social qui se fait au sein de la famille. Quelqu'un doit partir, on se mobilise. Moi, je connais quelqu'un. La famille s'est mobilisée pour lui donner de l'argent pour partir. Pour le mettre dans un cas. Enfin, mais est-ce qu'il leur a dit qu'il partait dans ces conditions-là? Non, il ne dit pas. Il dit bon, j'ai besoin d'argent. Donc la famille se mobilise, on lui donne 2 millions, mais en fait, il va traverser le désert. Puisqu'il part d'une manière très illégale. Donc il traverse le désert. Il n'a même pas tous les documents de voyage qu'il faut. Pour celles qui ont réussi, parce qu'on sait qu'il y a des drames qui se passent dans ces déserts et dans ce désert-là, il y a des attaques, il y a pas mal de choses. Oui, il y a des attaques, effectivement. Pour celles-là qui ont réussi, que vous avez rencontrées, vous avez parlé avec elles, vous avez échangé avec elles, qu'est-ce qu'il en ressort? Non, pour celles qui ont réussi, souvent elles évoluent, je peux dire entre guillemets, en Europe, on ne parle pas trop d'informels. Non, je parle de celles qui n'ont même pas pu traverser encore, qui sont encore au niveau du Maghreb. Du Maghreb. Bon, il y a un groupe au Niger actuellement. Des Ivoiriennes. Oui, des Ivoiriennes. Bon, je ne sais plus ce qu'elles sont devenues. Je vais me renseigner avec les collègues basés au Niger pour voir leur situation. Non, il y avait certaines femmes au Niger, mais elles avaient peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, elles s'étaient vraiment établies. Effectivement, on a fait aussi un documentaire sur ces femmes-là. Vous voyez. Bon, donc c'est pour dire que c'est une triste réalité. Bon, nous faisons l'effort de protéger leurs droits parce que leurs droits sont violés. Non, c'est clair. Voilà pourquoi on a mis en place, n'est pas ce collectif qu'on appelle Loujna Toukarake. C'est-à-dire qui est un mot d'abord arabe et soninké, c'est une fusion de termes. Loujna signifie collectif et Toukarake signifie étranger. Donc puisqu'il y a la société civile du Maghreb, n'est-ce pas, que ce soit algérienne, tunisienne ou marocaine, et maintenant avec la société civile basée en Afrique de l'Ouest. Et nous travaillons de manière synergique à protéger les droits des migrants. Ça, c'est l'effort que nous faisons. C'est vraiment l'effort que vous faites, mais ce n'est pas très évident que vous arriviez... Et je vous disais qu'effectivement, il y a une Ivoirienne qui est tombée d'un immeuble récemment. Oui. Bon, moi, c'est hier, j'ai vu sur la une de la presse, mais nous sommes informés parce qu'on a un réseau dans lequel on s'informe régulièrement. Effectivement. C'est que la situation est assez difficile. Elle n'a rien... Enfin, je veux dire, sa situation, sa santé... comment ça va? On sera situé tout à l'heure, après l'émission, je serai situé. D'accord. Voilà, exactement. Sur son état de santé, etc. Parce que 6e étage, c'est très difficile que vous puissiez sortir vivant ou vivante. Bon, donc on prie Dieu, n'est-ce pas, qu'elle puisse... Donc elles sont livrées pour essayer de ratisser large maintenant. Elles sont livrées, que ce soit ivoiriennes, ghanéennes, nigériennes, sénégalaises. Ces femmes-là sont livrées à elles-mêmes dans ces zones-là. Reprenez un peu pour que je saisisse mieux. Je veux dire que ce soit des Ivoiriennes, des Sénégalaises, ou enfin bref, des pays subsahariens, elles sont livrées à elles-mêmes. Oui, elles sont livrées à elles-mêmes. Parce que le documentaire, on peut pas tout montrer dans le documentaire, naturellement. Le terme peut-être n'est pas approprié par rapport au cadre, par rapport à la moralité, à l'éthique, mais il faut reconnaître que beaucoup de jeunes demoiselles font du commerce. Au plan juridique, c'est le terme qu'on emploie, c'est-à-dire qu'elles se prostituent. Tout à fait, elles font du commerce. Et c'est vraiment pitoyable. Et c'est pas ce qu'elles auraient souhaité. Mais c'est ce qu'il faut réellement, parce que, quand il dit réellement, c'est en guillemets, et puis c'est pas appréciable, parce qu'elles n'ont plus de moyens de subsistance. Donc, il faut fonctionner comment? Donc, elles se livrent. Mais pourquoi ne pas rentrer, justement? Parce qu'il y a certains qui arrivent à comprendre que c'est pas évident et qui reviennent. Très bien. Ça, c'est une très, très bonne question. C'est pour ça qu'au niveau du Mali, par exemple, il y a la maison des migrants à Gao. Il y a également, au niveau de Arassem, qui est en fait des Camerounais de l'Afrique centrale, qui ont créé donc une organisation basée au Mali et qui accueille les migrants et qui font, n'est-ce pas, l'appui psychologique. Parce qu'il y a certains qui ne veulent plus retourner dans leur famille. La honte. La honte, exactement. Donc il faut un appui psychologique à ce niveau-là. Voilà pourquoi quand ils partent, donc il faudrait à tout prix réussir. Mais c'est difficile. À tout prix réussir à trouver une place sur une embarcation de fortune. Oui, et nous avons des images avec notre réalisatrice Judith Assoumo. Dans quelques instants, vous allez donc les voir. C'est dramatique ce qui se passe. Alors voilà, donc on va décrire. Heureusement qu'ils ont été, je pense qu'ils ont eu la chance. Voilà comment ils sont embarqués. C'est incroyable.
Et là, ils sont repêchés. Hein. Enfin, Oui. ils ont été assurément aidés, vus en mer et récupérés par... Exactement. donc, voilà. Parce que selon, effectivement... Vous avez parlé de 400 personnes sur une embarcation. Oui, vous voyez, bon, ça c'est une embarcation, il y a assez de monde, vous voyez. C'est-à-dire que c'est... Et là, bon, ils sont arrivés, on les repêche, effectivement. C'est-à-dire que là, ils ont pu traverser calmement. Bon, souvent difficilement. Oui, difficilement. Mais au moins, ils sont vivants, je veux dire. Oui, ils sont vivants. Au moins, ils sont vivants. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Exactement. Et parce qu'il y a le mal de mer. Certains vomissent dans les embarcations de fortune. C'est la première fois qu'ils traversent la mer. Donc, il y a des problèmes qui peuvent se présenter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il arrive enfin, bon, après qu'ils soient guéris, ils sont rapatriés? Comment ça se passe? Bon, voilà, c'est ça le rêve, travailler dans une plantation, c'est ça? Tout à fait. En Italie, il y a beaucoup de plantations de tomates. Bon, donc, en fait... Donc, on se met sur une embarcation pour aller travailler de la tomate. Oui, oui, aussi. Même, il y a des jeunes Ivoiriens qui travaillent dans des plantations de tomates. Oui, ça, c'est clair. Oui, ils sont passés par ce circuit-là. Oui, par ce circuit. Même... bon, enfin, il y a certains qui sont allés par avion, mais en fait de compte, qui se retrouvent dans des plantations de tomates. C'est tout à fait triste, effectivement, de constater. Et là, vous voyez, si on tient compte du droit de la mer, il faut apporter assistante à toute personne en danger. C'est clair. Ça, c'est d'abord clé. Donc, c'est ce que, ici, effectivement, l'Italie est en train de faire, parce que c'est très important. Parce qu'il y a les eaux territoriales et il y a la haute mer. Mais même en Italie aussi, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, attention, il faut mettre un peu un haut là, quoi. Parce qu'on ne peut pas accueillir quand même toute la misère du monde, c'est clair. Oui, là, je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, on parle du village planétaire, n'est-ce pas? Donc, dans cette logique, peut-être que le migrant se dit, bon, il faut que je me déplace, parce qu'on échange avec les migrants. Et ils se disent, mais non, mais aujourd'hui, c'est un village planétaire. Donc, on peut se retrouver partout. Mais ce n'est pas évident. Sauf chez il y a les lois. Il y a les lois qui sont aussi là, n'est-ce pas? Donc, il y a la politique migratoire, il y a la politique au niveau de l'immigration, etc. Donc, on ne peut pas se déplacer comme ça, du coup. Regardez cela. Oui, oui, tout à fait. Et là, c'est une opération de sauvetage, carrément. Oui, de sauvetage, exactement. C'est une opération de sauvetage. Et en fait, l'année dernière, nous étions en Tunisie dans le cadre du Forum social mondial. Et on a échangé avec des personnes en Tunisie. J'ai été surpris de constater qu'il y a des gens qui vont à la nage en Italie. C'est pas vrai? Oui. C'est-à-dire, ils vont la nuit, ils se déshabillent, ils ont des bouées de sauvetage, mais beaucoup périssent. Parce que cela suppose qu'il n'a pas les moyens de payer l'embarcation. Et deuxièmement, il s'attrape une bouée de sauvetage de fortune. En mer, ça peut donc se casser. Donc, automatiquement, il rentre sous les eaux. C'est-à-dire que c'est assez pénible. Hein. L'Afrique est-elle... Enfin, c'est vraiment désespéré ici? Parce que pour que quelqu'un puisse se dire qu'il va faire les Jeux Olympiques, aller quitter le Maghreb pour l'Italie à la nage. À la nage. L'Afrique, c'est vraiment foutu, c'est vraiment désespérant pour ces personnes-là. Oui, c'est pour cela, effectivement, peut-être que nous allons aller vite en besogne dans ce que nous allons dire. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir tout le système en place, le système social, le système économique. Parce que c'est important, c'est interroger. Pas d'un État, mais vraiment dans l'ensemble, comme au niveau de la CEDEAO. Il faut revoir tout ce système, même au niveau même de nos États, au niveau, n'est-ce pas, des 14 et des 15 pays de la CEDEAO, revoir tout ce système au plan économique. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces jeunes qui se déplacent? Nous étions au Maroc récemment, il y a à peine 3 mois. Mais il y a moi j'ai vu assez de jeunes africains, n'est-ce pas, au Maroc. Mais je sais que la majorité veulent rejoindre l'Europe. Mais pourquoi? Vous voyez, c'est assez pénible. C'est très, très pénible. Et on se rappelle, alors ces gerbes voilà, des gerbes, ça signifie quoi en fait? Ça signifie ce que ça peut signifier, que donc il y a eu des personnes qui ont péri. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est assez pitoyable, vous voyez les cercueils. C'est-à-dire que nous sommes effectivement aujourd'hui... Là, je pense que c'est le dernier, c'est ce qui s'est passé au niveau de Lampedusa. Exactement. Où il y a eu pas mal de morts. Exactement, tout à fait. Vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes aujourd'hui à l'aube du 3e millénaire. Et qu'on soit à ce stade, c'est qu'il y a problème. Oui, c'est clair. Quand on dit 3e millénaire, je dis, mais si le Christ était avec nous aujourd'hui, de manière physique, il allait avoir combien d'âge, en fait? Quel âge, moi? Voilà, quel âge, exactement. C'est-à-dire que à ce niveau, et de comprendre qu'il y a des gens qui vivent de cette façon, donc c'est incroyable. Donc c'est pour ça que nous nous mobilisons davantage avec le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, avec Rencontre et Développement basé en Algérie, le GADEM, c'est un groupe antiraciste basé au Maroc, la CIMAD qui est en France, qui est une organisation œcuménique catholique, et les organisations de la société civile au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Donc nous sommes vraiment mobilisés au plus haut point, effectivement, de protéger les droits de tous ces migrants qui souffrent. Vraiment, j'ai de la peine à m'exprimer à ce niveau. Donc, ils souffrent parce que c'est important. Et bientôt, je pense qu'il y aura le Forum social africain à Dakar dans le mois d'octobre. Et ce sera l'occasion de revenir sur tous ces problèmes, n'est-ce pas, de ces migrants qui souffrent et qui ne vont jamais aussi arrêter d'aller vers l'Europe. Exactement. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore migrants, est-ce qu'il y a une politique qui est faite en direction des jeunes? Et je ne parle pas, je parle de l'Afrique en général, parce qu'il faut bien sensibiliser les jeunes et leur dire qu'il y aura forcément un avenir meilleur. L'Afrique, c'est l'avenir du monde, c'est clair. Oui, absolument. Alors, si l'Afrique se vide, l'Afrique a connu l'esclavage, où on venait nous chercher en bateau et on partait. Et aujourd'hui, c'est une autre forme d'esclavage. Nous-mêmes, nous offrons. C'est une bonne analyse sociologique, effectivement, c'est juste. Même dans les rapports, quand vous lisez un peu le rapport, c'est-à-dire le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, le rapport du GADEM, qui est basé au Maroc, quand vous le lisez un peu, on fait une petite situation par rapport à cet aspect. Au plan, n'est-ce pas, évolutif, il y a eu l'esclavage, et on évolue aujourd'hui, c'est une autre forme d'esclavage. Vous voyez, c'est-à-dire le trafic des êtres humains. Mais là, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. Voilà, oui, je décide d'aller en esclavage. Oui, voilà. C'est volontaire. Donc, il faut effectivement se lever et sensibiliser les jeunes. Sensibiliser. Donc, pour revenir à cet aspect important, donc il faudrait que les États ici, en fait, en Afrique, essayent de comprendre comment faire pour ne pas qu'un jeune puisse avoir un projet, n'est-ce pas, élaborer un projet de voyage, aussi dramatique que cela puisse paraître réellement. Donc, c'est de créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle éventuellement des fonds sociaux. Et je pense que cela existe. Alors, c'est une image assez difficile, les âmes sensibles à se tenir. Quelqu'un qui n'a pas pu arriver, qui sûrement a dit Barça ou Barca. Oui, tout à fait. Et qui est resté. Barcelone ou la mort. Barcelone ou la mort et qui est resté. Alors, dites-nous un peu, Monsieur Cissé, comment est-ce que l'Europe, parlons maintenant de comment ça se passe, comment est-ce que l'Europe regarde et analyse toutes ces actions dirigées vers le vieux continent? C'est une très bonne question. Ce qui me plaît au niveau de l'Europe, c'est-à-dire ce n'est pas aussi évident que toute une population puisse apprécier une chose. Ça, j'apprécie cela au niveau, n'est-ce pas, des Européens. Il y a eu l'esclavage, les Européens vont dire non. Si on prend même le contexte américain, quand il y a eu la guerre aux États-Unis, les gens se sont opposés. C'est pour ça qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'opposition entre le Nord et le Sud. Exactement. C'est ce qui me plaît. Vous voyez, c'est-à-dire par rapport à cette forme de pratique au niveau des migrants, en termes de violation de leurs droits, en termes d'atteinte à l'intégrité physique, au niveau des migrants, il y a des personnes qui sont levées au sein de la société civile européenne. Exactement. Il y a la CIMAD, n'est-ce pas, avec laquelle nous travaillons. Il y a également d'autres structures avec lesquelles nous travaillons éventuellement pour protéger les droits de tous ces migrants-là. Vous voyez, donc c'est dire que c'est appréciable à ce niveau. Ça veut dire des voix qui s'élèvent. Oui, il y a des voix qui s'élèvent. Non, depuis longtemps d'ailleurs. Parce que la CIMAD, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à ce jour. Donc c'est pour dire que c'est une organisation qui a assez de l'expérience en matière de protection des droits des migrants. Mais ça, c'est au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique, il y a toute la mobilisation. Tous ces déserts à traverser, on a vu ces ghettos dans lesquels ils vivent, ces fûts qui sont à 100 000. Regardez comment ils sont entassés sur ces camions. Et on vous le disait, si le camion tombe en panne dans le désert, ben, le chauffeur, il part carrément. Hein. C'est son village, c'est sa zone. Il maîtrise. Et 2 ou 3 jours après, il revient récupérer son camion. Tout à fait. Parce qu'il sait que, bon... La nature aura raison, le désert aura raison de ces personnes-là. Tout à fait, absolument. Donc c'est pour dire Qu'est-ce qui est fait en Afrique pour les aider, puisqu'ils sont déjà dans l'action de vouloir aller. Qu'est-ce qui est fait en Afrique? Parce que dans ces déserts-là, ils souffrent, ils sont abandonnés, ils sont pillés, ils sont tués. Voilà, qu'est-ce qui est fait pour eux? Pour ces migrants? Oui. Non, ce sont les organisations de la société civile qui interviennent à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de l'accueil. Si je prends le cas, par exemple, de Rencontre et Développement, qui est dirigé par le père F, n'est-ce pas, le père Yann, autant pour moi, ils prennent en charge un certain nombre de migrants. En Algérie, il y a eu à peu près plus de 100 Ivoiriens. 100 Ivoiriens? Oui, plus de 100. Parce que tout récemment, on a échangé avec lui. Donc, pour savoir le nombre d'Ivoiriens. Mais je sais que ça atteint 1000, mais bon, je sais que ça dépasse 100. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de voir effectivement, en termes d'aide et d'appui à ces Ivoiriens, donc on fait l'effort pour qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire.
c'est-à-dire toute une synergie d'action, et maintenant arriver à les insérer dans la vie professionnelle. Donc, on va déjà, faire c'est de les ramener. Oui, de les ramener. Les identifier et les ramener. Voilà, les identifier. Non, l'identification a été déjà faite. Déjà faite. Maintenant, il suffit de l'appui. Au niveau des fonds, il n'y a aucun problème. Donc, on va permettre à ce qu'ils s'insèrent dans la vie professionnelle. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'apprécie aussi, en fait, la mise en place des fonds sociaux pour les jeunes, éventuellement. Mais il faudrait que l'action soit plus accrue, de telle sorte que les jeunes n'auront plus de projets de voyage en traversant le désert. Puis, je veux dire, vous avez trouvé 2 millions, 3 millions. Il y a des choses à faire avec ces sous, absolument. Là, ici. Mais en fait, les gens n'ont pas l'information qu'il faut aussi sur les choses. J'ai de l'argent, je n'ai aucune information. La seule information peut-être que j'ai, c'est le voyage. C'est le voyage. Donc il y a un problème. Donc c'est d'informer constamment les jeunes en créant des plateformes de rencontres, que ce soit dans les écoles, dans les lycées. Et là, cette image, c'est vraiment les ghettos. Exactement. Où ils vivent, en attendant évidemment d'avoir une place sur un camion qui vous emmènera vers les pays du Maghreb. Vers les pays du Maghreb. Voilà. C'est ce qu'on appelle le ghetto. Et c'est vraiment déplorable. Et le gouvernement nigérien a décidé de détruire tous ces ghettos. Ah, d'accord. Bon, je pense que ça va se faire incessamment. Et donc, ils vont trouver... Parce qu'en fait, il y a un problème. Vous voyez, un pays, c'est l'image, en fait. C'est clair. Donc, ça peut ternir l'image d'un pays. Non, pas ça. Donc, cette volonté aussi est appréciable au niveau des autorités nigériennes. Donc, d'arriver effectivement à détruire ces ghettos. Waouh. C'est très sérieux. Et comme on l'a dit, on a toutes les nationalités, hein, et de plus en plus des Ivoiriennes partent avec leurs enfants. C'est ce qui est dramatique. Oui, c'est ce qui est dramatique. Elles partent avec leurs enfants, ils font la traversée du désert elles font du moins la traversée du désert avec leurs enfants. Donc c'est vraiment compliqué tout ça. C'est difficile. Ça dit ce désir effréné, ça dit d'aller en Europe, ça c'est voilà, il faut comprendre ça. Mais c'est ce que quelqu'un a dit effectivement, c'est de fuir la misère. Et quand il s'exprime, il a bien mentionné, il dit c'est la pauvreté, mais en fait c'est la misère, effectivement, qui font qu'ils se déplacent. Donc si on peut juste aller et cueillir des tomates, c'est vraiment là la réussite et la prospérité. Bon, peut-être à leur niveau, bon, ils ne diront pas concrètement ce qu'ils faisaient dans ces pays, voilà, tout à fait. On va mettre un bémol à notre causerie, à notre rencontre, et puis recevoir d'autres invités. Et demander justement à notre réalisatrice, Judith Assoumou, de prendre... à moins qu'on continue, on installe rapidement les... Voilà, à moins qu'on continue, on installe rapidement les invités sans souci. Notre invité n'est autre que M. Abdraman Sissé, qui est chargé de communication et point focal, projet campagne CE2AO. En fin d'émission, vous donnerez votre numéro de téléphone. Cette émission, on l'a réalisée, on l'a faite en radio également. Avec à Fréquence 2, et on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont appelé, et il y a un monsieur qui nous a particulièrement touché qui a appelé de Boaké. Il a dit que tous ses enfants ont décidé donc d'aller à l'aventure, 2 filles et 2 garçons, et depuis 10 ans, il n'a aucune nouvelle. Depuis 10 ans, il n'a aucune nouvelle, il ne sait pas, il y a une autre dame qui a appelé, bon... Pendant 3 mois, il avait la nouvelle de sa fille et depuis 2007, aucune nouvelle. Mais que sont-ils devenus? Voilà, que sont-ils devenus? Sont-ils vivants? Sont-ils... Voilà. Et c'est des préoccupations que les parents ne pourront jamais... Enfin, ils vivront avec, mais ils ne pourront jamais oublier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'oublier. Alors, c'est une belle initiative que vous ayez entamer tout cela pour aider ces parents-là. Vous restez en notre compagnie, le temps d'échanger avec M. Alfred Nango, bonjour. Vous êtes le sous-directeur des concours au niveau donc du ministère en charge de la formation professionnelle. Voilà. Et du 2 au 18 juillet 2014, il y aura donc des concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. C'est exact. Et vous êtes là pour nous en parler. Exactement. Je voudrais... on va respirer juste un peu. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques instants.